Eh bien, bonjour à tous pour ce webinaire du 21 octobre, donc dédié aux modèles socio-économiques, dont le thème du jour, ce sont les modèles socio-économiques des ingénieries de territoire. Alors, pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivent moins depuis un an maintenant, peut-être de rappeler pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, comme vous le savez tous, vu les transformations actuelles et la complexité de ces transformations, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, se questionnent sur leur modèle socio-économique. Le Rameau et ses partenaires ont cheminé depuis plus de 10 ans, 12 ans sur la question des modèles socio-économiques et notamment ceux d'intérêt général, ce qui a permis de capitaliser toute la connaissance. Et l'année dernière, en octobre dernier, pour être plus précis, nos partenaires, la JEPVA, la Banque des Territoires, la Fondation Total Énergie et la Croix-Rouge française, on a décidé de lancer un programme reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général qui répond à 3 objectifs. D'avoir et de partager une culture commune sur ce qu'est un modèle socio-économique et leur diversité. C'est de permettre à chacun, parmi cette diversité, de se repérer et de se positionner. Et c'est aussi d'apprendre collectivement à piloter la complexité, parce que tout au long de ces webinaires, on l'a vu, la question des modèles socio-économiques est un sujet assez complexe. Alors, ce programme, il est animé tous les mois par un webinaire. Donc, vous voyez tout le cheminement qui nous a amené à aujourd'hui. Donc, depuis un an, jour pour jour, quasiment, on a eu des webinaires dédiés aux modèles socio-économiques. Et je reparlerai d'ailleurs tout à l'heure du bilan, parce que on a fêté les 1 an au FNAF, donc le 13 octobre dernier, donc je reparlerai tout à l'heure. Et le thème du jour, c'est bien les modèles socio-économiques des ingénieries des territoires. Alors, pour le programme de ce webinaire, on va avoir 3 temps. Le premier, le Rameau va nous rappeler finalement, Charles Benoît va nous rappeler le cheminement qu'on a eu depuis quasiment 1 an et la pédagogie qui existe sur ces modèles socio-économiques, et va bien sûr introduire et rappeler le contexte des ingénieries territoriales et de leurs modèles socio-économiques. On aura ensuite la chance d'avoir trois acteurs avec nous avec lesquels on va pouvoir avoir un dialogue croisé sur ces ingénieries et leurs modèles socio-économiques, avec l'ANPP, le pôle territorial Vif les Mureaux et le réseau national des CPIE. Et on terminera par le bilan du programme Reconnaissance des modèles socio-économiques. Alors, sans plus tarder, Charles Benoît, je me retourne vers vous pour rappeler notre cheminement et le contexte des ingénieries territoriales et de leurs modèles socio-économiques. Merci Élodie, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 11e webinaire. Et effectivement, ce 11e webinaire nous ouvre vers 2 éléments de cheminement complémentaires. D'abord, de rappeler les outils pédagogiques sur les modèles socio-économiques, puisque on sait que cette question des modèles socio-économiques est un élément déterminant, multifacette, dont il est extrêmement important d'offrir des opportunités pour pouvoir acquérir les fondamentaux de ce que sont ces modèles socio-économiques. Et puis l'autre élément, c'est que notre cheminement progressif nous a aidé à qualifier de mieux en mieux finalement ce qu'est cette économie de l'alliance, cette capacité à jouer collectif au service de l'intérêt général. Et nous voyons bien que les 3 derniers webinaires que nous avons sont justement pour approfondir ce sujet. Mais déjà, comme le disait Élodie, à l'occasion du Forum national des associations et des fondations, nous avons eu l'occasion de lancer le plus amont des parcours pédagogiques, puisque nous avons bénéficié de cette décennie de recherche et de ces 1 an de cheminement commun pour proposer un parcours en 7 étapes, en 1 heure, 4 heures ou 12 heures, selon la volonté d'aller loin, sur cette question des modèles socio-économiques. Je vous propose de découvrir ce parcours pédagogique en images. Et ensuite. Au travers de cette plateforme, nous vous invitons à redécouvrir la richesse et les spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général au travers 3 chemins complémentaires. Un parcours de redécouverte en 7 étapes, une diversité de formats de formation pour transformer votre modèle et un cycle d'appropriation des connaissances sur les modèles socio-économiques. Découvrons ensemble le parcours. Pour redécouvrir les enjeux de transformation des modèles socio-économiques et être capable de structurer votre propre démarche, nous vous proposons un parcours en 7 étapes. Les 2 premières étapes vous permettront de comprendre, au travers une note prospective et un module d'e-learning, l'univers des modèles socio-économiques.
Les 2 étapes suivantes vous permettront de vous situer grâce à une plateforme et un cycle de webinaires afin de découvrir toutes les facettes d'un modèle socio-économique. La 5e étape vous permettra de vous former avec le MOOC Les nouveaux modèles socio-économiques associatifs réalisés en partenariat avec l'ESSEC. Enfin, avec les 2 dernières étapes, vous saurez hybrider vos modèles grâce à un autodiagnostic pour mesurer votre maturité et accéder aux outils. Et l'espace Alliance et Territoire vous permettra d'être régulièrement informé sur l'innovation territoriale. Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre site pour choisir votre chemin. Nous tenons également à remercier nos partenaires pour leur implication à nos côtés. Voilà donc la capacité à offrir un premier parcours de découverte. C'est vraiment pour faire ses premiers pas dans ce que sont les modèles socio-économiques. Et en aval, pour ceux qui sont abonnés au jeudi de l'ODD 17, ils ont pu découvrir dès midi aujourd'hui même, puisque nous le lançons à l'occasion de ce webinaire, le 8e modèle d'appropriation qui est une formation expérientielle sur l'apprendre à faire alliance qui va être prochainement testée auprès de 10 territoires pilotes et 2 réseaux sectoriels, un réseau sectoriel associatif et un réseau sectoriel d'entreprise. Et là encore, je vous propose de découvrir en images le teaser de cette de ce nouveau parcours pédagogique. Bonjour, Charles Benoît Heitzik, président du Rameau, et moi-même, Didier Sérin, président de Zebra, sommes heureux de vous présenter la formation Apprendre à faire alliance. Conduire et réussir un projet de transformation territoriale ou sectorielle, comme par exemple la revitalisation d'un centre-ville, le développement d'un programme contre le décrochage scolaire ou la réindustrialisation d'un bassin, nécessite des savoir-faire particuliers. Le premier savoir-faire indispensable, transmis dans cette formation, est la capacité à construire des alliances durables entre des acteurs complémentaires qui ont des logiques, des cultures, des valeurs, des horizons souvent très différents. Rien ne peut réussir aujourd'hui sans la coopération entre les organisations publiques et privées, telles que les collectivités territoriales, le service de l'État, les entreprises, les associations, acteurs académiques ou les initiatives citoyennes. C'est par sa capacité à construire une dynamique de confiance et d'intelligence collective entre les différents profils d'acteurs qu'un chef de projet territorial ou sectoriel arrive à mobiliser les énergies nécessaires au succès du projet. Le deuxième savoir-faire indispensable transmis dans cette formation est la capacité à conduire des projets d'innovation collaborative où chacun des acteurs apporte à la fois sa compréhension des enjeux et sa créativité pour construire une solution qui séduira l'ensemble des parties prenantes. Il faut de la méthode pour esquisser pas à pas, puis dessiner une préfiguration convaincante et engageante de ce que sera la solution. Notre formation Zebra permet d'apprendre par la pratique à relever ce double défi, nouer des alliances créatrices d'innovation, de performance et de confiance entre les acteurs. Nos contenus de formation sont très opérationnels, avec des outils et des méthodes. Ils sont nourris par plus de 15 années de recherche empirique du Rameau dans le domaine des alliances et par de nombreuses années d'expérience des formateurs Zebra dans le domaine de l'innovation. Notre méthode pédagogique originale réunit l'ensemble des chefs de projet dans un réseau d'apprentissage qui permet de partager et de capitaliser dans le temps les bonnes pratiques et d'apprendre ainsi continuellement des uns des autres. La mise en pratique et la formation est animée par des catalyseurs territoriaux qui sont des acteurs formés à la conduite des alliances innovantes au plus près des besoins et des réalités du terrain. Cette formation peut s'adresser à plusieurs centaines de participants sur toute la France grâce à nos formats hybrides et notre plateforme conçue sur mesure. Aujourd'hui, 81% des Français, 92% des maires, 84% des dirigeants d'entreprise et 97% des responsables associatifs considèrent que le jouet collectif est un moyen à la fois d'accélérer la sortie de crise et de réussir les transformations structurelles que nous vivons.
Il y a quelques années, on parlait de devoir d'alliance. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une envie d'alliance. C'est sur les territoires que cette réalité partenariale s'incarne, au plus près des besoins et des acteurs. Selon les priorités locales, les acteurs et les actions ne sont pas les mêmes. Pourtant, cette dynamique de co-construction au service du bien commun est présente aujourd'hui dans une très grande majorité des territoires. En France, déjà plus de 350 catalyseurs territoriaux sont référencés. Au quotidien, ils font le lien entre les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les initiatives citoyennes et les acteurs académiques. Il y a de plus en plus d'expérimentations innovantes qui prouvent la réalité de cette dynamique de co-construction. Tous les profils d'acteurs disent la complexité du jouet collectif confronté à des objectifs, à des moyens, à des maturités et à des envies différentes. Ce n'est pas si facile de faire alliance. Il faut vraiment apprendre à le faire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un besoin en France, mais aussi dans tous les pays du monde. Dans le cadre des objectifs de développement durable signés en 2015 à l'ONU, c'est le sens même de l'ODD 17. Depuis 15 ans, de très nombreuses expériences de terrain ont été capitalisées. Elles sont aujourd'hui mises à la disposition de tous dans une diversité de formats d'appropriation. Cette formation en est issue. Quel que soit votre profil, votre territoire ou votre domaine d'action, il est utile aujourd'hui de vivre votre territoire ou votre domaine d'action. Il est utile aujourd'hui de vivre l'expérience parce qu'elle favorise l'expérientiel. Le rameau a choisi la méthode pédagogique de Zebra parce qu'elle favorise l'expérientiel. Alors n'attendez plus, vivez l'expérience avec nous dès aujourd'hui. Merci Charles Benoît de votre choix. Et pour votre engagement dans cette cause, à tous ceux qui souhaitent des précisions sur notre programme de formation, contactez-nous par mail ou via notre site internet. Merci. Alors, l'un des éléments est effectivement cette pédagogie, comment partager les savoirs et les transformer en connaissances. Cet élément-là est déterminant. D'ailleurs, avec l'AFF, la session, la formation sur les modèles socio-économiques en est un autre exemple. Mais nous avons aussi à cheminer ensemble et à apprendre ensemble finalement ce que constitue cette question de la diversité des modèles socio-économiques et de cette économie d'alliance. Je vous rappelle que le 16 septembre dernier, nous avons pu regarder la diversité des modèles socio-économiques par acteurs. Comment l'État, sur quel modèle économique repose l'État, sur quel modèle socio-économique reposent les entreprises, les associations, les acteurs académiques. Très intéressant débat autour de finalement cette diversité des modèles socio-économiques et de comprendre comment les modèles socio-économiques d'intérêt général se positionnaient dans ce cadre-là. C'était notre première étape. Aujourd'hui, notre étape est sur la question des territoires et nous aurons le 18 novembre dernier pour conclure ce cycle sur le programme reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, sur la diversité des domaines d'action, puisque là encore, le prendre par acteur, par domaine et par territoire est essentiel pour appréhender la transformation systémique qui est devant nous. Alors, si on regarde les territoires, le prisme des territoires est doublement passionnant. Il est passionnant d'une part parce que il faut regarder finalement comment les positionnements complémentaires d'un point de vue local, régional, national, avec une complémentarité de positionnements qui peuvent s'articuler et qui donc invitent à des modèles socio-économiques différents selon les échelons. Et puis, bien évidemment, par rapport à un croisement entre les connaissances sectorielles et les connaissances territoriales qui font en sorte que finalement la contribution de chacun, la valeur de chacun n'est pas la même, bien évidemment, puisque le prisme d'intérêt général vu par le local, le régional, le national ou l'international est différent. C'est ce que nous allons voir, mais nous avons pensé qu'il était intéressant de le voir à travers le prisme des différentes ingénieries qui nous permettent d'assumer les transformations que nous vivons. La première d'entre elles,
c'est l'ingénierie de la gestion publique. C'est comment co-construire les politiques publiques. La deuxième, c'est celle des projets transverses. Finalement, comment assurer à un échelon national, régional et local la conduite de projets qui nous permettent d'avancer sur les dynamiques et nos objectifs et défis communs. Et puis, la troisième ingénierie, celle qui a émergé depuis une quinzaine d'années maintenant, celle de l'ingénierie relationnelle, de la catalyse, là aussi se traduit différemment au niveau national, régional et local. Donc, il était très intéressant de pouvoir appréhender finalement cette question de modèle socio-économique des ingénieries. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que quelque part, cette question de l'infrastructure, de la capacité à porter la transformation qui nous lie, eh bien, est un élément déterminant et que nous avons vu la fois dernière le modèle socio-économique par acteur et que pour appréhender cette diversité des territoires, il nous semblait important de le faire par la diversité des ingénieries parce qu'aujourd'hui, c'est bien dans cette articulation entre l'ingénierie de gestion publique, entre l'ingénierie des projets transverses et l'ingénierie relationnelle de la catalyse que l'on peut appréhender finalement cette réalité de la diversité territoriale. Et c'est ce que nous vous proposons de vivre en direct aujourd'hui à travers ce webinaire. Merci Charles Benoît. Alors ça nous fait une bonne transition pour commencer notre dialogue croisé. Donc pour comprendre la complémentarité de ces trois ingénieries, leur articulation avec les différents échelons territoriaux et les spécificités de leur modèle socio-économique, nous avons avec nous trois acteurs qui représentent chacun l'une de ces trois ingénieries qui est déclinée localement. Alors, tout d'abord, pour illustrer l'ingénierie de gestion publique, nous avons avec nous l'ANPP, l'Association nationale des pays et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qui va nous expliquer comment se déclinent les nouvelles relations entre l'État et les collectivités qui ont été instaurées d'ailleurs dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de relance et de transition énergétique, et notamment ce que cela veut dire en termes de financement de l'ingénierie publique locale. Ensuite, nous aurons le témoignage d'un catalyseur donc territorial, le PTCE Vivre Les Mureaux, qui va nous expliquer ce qu'est un catalyseur, quelles sont ses principales activités et comment ces activités, sur quel modèle socio-économique ces activités se reposent. Et enfin, le troisième témoignage, on l'aura avec un réseau associatif, le réseau de l'Union nationale des CPIE, qui va nous expliquer qu'il y a différents modèles socio-économiques, du national, du local et aussi du régional, et comment ces trois échelons et ces trois modèles socio-économiques s'articulent les uns avec les autres. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Pierre Leroy, qui est administrateur de l'ANPP. Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se concrétisent les relations aujourd'hui entre l'État et les collectivités, et notamment quels en sont les impacts sur le financement de l'ingénierie publique locale? Oui, bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Donc, personnellement, j'ai été maire d'une commune pendant 12 ans, j'ai été vice-président d'une communauté de communes. Actuellement, je suis président d'un pays, d'un PETR, dans le Grand Briançonnais, à la limite de juste à côté de la frontière italienne. Et je suis aussi en effet administrateur de l'Association nationale des pays et PETR en France. Donc, c'est un sujet qui, pour nous, est très, très important, dans le sens où on a la sensation de ne pas être véritablement entendu. Je m'explique. On a compris tout à l'heure, et ça vient d'être dit par Charles Benoît tout à l'heure, que la co-construction est extrêmement complexe. Elle nécessite en effet une ingénierie particulière que moi j'appelle assez volontiers animation territoriale, pour me faire mieux comprendre des services de l'État, parce qu'on nous dit, mais si, il y a de l'ingénierie. En effet, il y a de l'ingénierie à travers l'ADEME, à travers le CRMA, à travers la NCT. Donc, on dit, vous avez tous ces outils à disposition. Sauf que, finalement, ces outils sont indispensables, en effet, pour des territoires qui commencent à rentrer dans la démarche de la transition écologique, parce que là, c'est véritablement nous ce qui nous importe. Vous avez compris qu'avec la crise climatique, les rapports du GIEC sont très clairs. On n'a plus que 5 ans pour agir. 5 ans, c'est demain. Donc, les politiques publiques, pour arriver à mobiliser les politiques publiques dans un temps record comme celui-là, eh bien, là, pour le coup, il va falloir très fortement se mobiliser et faire preuve de beaucoup d'énergie. Donc là, en l'occurrence, on a beaucoup de territoires en France qui ont déjà compris les enjeux de la crise climatique, ont compris aussi les pistes vers lesquelles ils doivent aller,
Par contre, et l'État le revendique, et on est tout à fait d'accord, les services de l'État nous disent qu'il faut faire du bottom-up. Il faut en effet que les projets émanent de la base et qu'ils ne soient pas imposés par là-haut, mais réellement qu'ils correspondent aux besoins des territoires. On est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, nous, on travaille sur les besoins primaires des territoires. Donc, on est proche de la santé publique, là, en l'occurrence. Comment faire qu'on puisse manger bio et local en permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail? Comment on peut consommer le moins possible d'énergie, la produire localement pour répondre aux besoins des citoyens qui veulent ne pas trop consommer d'énergie dans leur logement? Comment arriver à pouvoir se déplacer en zone rurale s'il n'y a pas de transport en commun? Bref, toute la liste des besoins primaires des populations, on l'a faite et on sait quels sont les enjeux de la transition écologique tout en répondant véritablement aux besoins des populations, tout en développant de l'emploi et en développant de l'économie locale. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et là, c'est là qu'on bute, dans le sens où l'animation territoriale, aujourd'hui, n'est pas financée. Et pour cause. Vous connaissez la situation des collectivités locales quant aux dotations de l'État, qui ces dernières années ont chuté de façon considérable. Vous connaissez aussi les nouvelles compétences obligatoires non financées. Je pense par exemple à la GEMAPI. Et là, les collectivités se retrouvent prises dans un étau complexe. Est-ce que pour financer le travail sur la transition écologique, il faut qu'on ferme une crèche? Vous comprenez bien que c'est pas possible. Et on se retrouve dans une impasse. Et chacun se renvoie la balle. Donc, nous, en tant qu'ANPP, nous revendiquons qu'il y ait des financements qui soient attribués à l'animation territoriale, et on sait faire, parce qu'avec des bouts de ficelle, on l'a déjà fait. On a déjà organisé des contrats avec des ingénieurs qui sont là près de nous, les élus bénévoles, pour construire justement cette animation territoriale. J'en discutais assez récemment avec Barbara Pompili. D'ailleurs, écoutait à ce moment-là le directeur de l'ADEME et le directeur du CEREMA. Et ils étaient tout à fait d'accord avec moi. On expliquait que, par exemple, le programme LEADER, programme européen, sur mon petit territoire, 4 millions d'euros. À l'intérieur, je dis bien à l'intérieur de ces 4 millions d'euros, nous avons l'obligation de financer l'animation territoriale à hauteur de 25%. C'est-à-dire que le budget européen est prévu pour que l'animation soit intégrée pour faire le projet. Et ça, on sait très bien que ça fonctionne. En plus, évidemment, c'est sur 6 ans, le leader. Quand vous voyez le contrat de transition écologique et solidaire, finalement, il a duré 18 mois. Là, on est sur un contrat de relance et de transition écologique. On ne sait pas vraiment combien de temps, puis il n'y a pas aucune animation financée, et on nous dit, mais il y a la NCT, mais il y a le CEREMA, mais il y a l'ADEME. C'est évidemment pas ces structures-là qui vont venir sur le terrain gérer l'animation territoriale au contact des citoyens, des entreprises, des associations, des collectivités. Et je puis vous assurer, on peut en amener toutes les preuves, que sur certains programmes, quand nous avons cette animation territoriale, les résultats sont très fortement au rendez-vous. On arrive à transformer un territoire. Faut-il encore qu'on s'en donne les moyens? Alors, on ne demande pas 25%, comme sur le leader. Moi, je disais à Barbara Pompili, mais 1%, un petit pourcent sur l'animation territoriale. Eh bien non. Non, aujourd'hui, on considère que c'est aux collectivités de financer cette animation territoriale. Et encore une fois, je suis désolé, mais en tant qu'élu depuis un certain nombre d'années, je puis vous dire que c'est très compliqué de financer. Ce n'est pas pour autant que pour nous, ce n'est pas important, évidemment, parce qu'on se bat depuis 12 ans sur la transition écologique et pour nous, c'est essentiel. Mais financièrement, eh bien, on est totalement pris en étau. Hop là. C'est très intéressant. Je pense que c'est un sentiment qui peut être partagé par un certain nombre de personnes qui sont autour de nous, de l'enjeu de valoriser finalement la valeur qu'apporte cette animation de territoire. Et si je peux me permettre pour compléter également votre propos, c'est que depuis déjà quelques temps, l'ANPP promeut, insiste sur le fait que ces relations contractuelles doivent s'intégrer dans un projet de territoire, c'est-à-dire la stratégie territoriale. Et d'ailleurs, vous avez, au printemps dernier, proposé une démarche et une boîte à outils sur justement comment on construit un projet et un contrat de territoire, qui est d'ailleurs accessible sur le site de l'ANPP. Si je peux me permettre d'ajouter… Pardon.
J'ai juste pas précisé au départ, parce que j'imagine que les interlocuteurs le savent, les pays et PETR, c'est quand même des particularités. C'est-à-dire que ce sont des territoires qui ont fait le choix de coopérer, justement. Donc, c'est une démarche volontariste. Nous, on ne lève pas l'impôt, hein. On est à la disposition des EPCI, là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, de 3 communautés de communes. On est là pour faire du projet, être à la disposition de ces 3 communautés de communes pour construire ensemble. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle territoire de projet. Et en effet, ça fait des années que nos territoires construisent le projet. Et donc, pour ça, il faut derrière avoir des capacités d'animation. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant de souligner que au moment où justement la circulaire du 20 novembre dernier du Premier ministre invite finalement les territoires à faire alliance à travers finalement des regroupements de PCI et de commencer par un projet de territoire avant de contractualiser avec l'État. C'est très intéressant d'avoir pu mobiliser 70 territoires qui justement avaient cette expérience-là pour co-construire avec eux une boîte à outils extrêmement concrète qui permet de dire comment je partage, moi, un territoire qui a déjà eu cette expérience-là avec d'autres territoires qui étaient confrontés à une difficulté parce que finalement, cette capacité de coopérer, quand on l'a vécu, on a des éléments pour le faire, mais quand on n'a pas encore vécu, c'est plus compliqué finalement de le faire. Et on peut souligner la mobilisation des 70 territoires derrière l'ANPP pour justement proposer cette démarche et cette boîte à outils qui est en open source, bien évidemment, pour tous les territoires, au-delà des territoires ruraux qui veulent justement se saisir de cette démarche. Et c'est là où il y a une complémentarité entre finalement un cadre d'État et une capacité à se saisir de ce sujet-là. Et le Vadémécom, faire territoire, est particulièrement passionnant parce qu'il donne les clés finalement de quelles sont les conditions pour que ce projet de territoire soit pas simplement un élément de contractualisation entre la collectivité territoriale et l'État, mais vraiment une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et je crois que là, on a l'opportunité, avec finalement ces contrats qui sont en cours de signature, finalement de s'assurer et d'avoir ce droit de suivi finalement de ce qui va être fait. Et je pense qu'effectivement, c'est là où il y a sans doute une opportunité et un lien entre ces contrats de relance et de transition écologique, cette capacité des territoires à faire des projets de territoire et la réussite de l'agenda 2030 des ODD. Pour ça, sans doute, faut-il des catalyseurs. Alors, merci Charles Benoît, quelle transition. Effectivement, donc deuxième témoignage pour éclairer sur une autre ingénierie, l'ingénierie de catalyse. Et on a avec nous Jean-Marc Sémoulin, qui est président du PPCE Vivre les Mureaux. Donc, Vivre les Mureaux, c'est un catalyseur territorial en région parisienne des Mureaux. Jean-Marc, qu'est-ce que le catalyseur, qu'est-ce que le PPCE, pardon, et quel est son modèle socio-économique en termes de richesse humaine, finance et alliance? Bien, merci. Donc, j'espère que vous m'entendez à peu près bien. J'ai des connexions. Mais ça, oui, vas-y. Oui, ça va. D'accord. Alors, peut-être juste commencer mon propos en comprenant que quand on a voulu rassembler un petit peu de monde, on a eu des difficultés à construire notre modèle socio-économique avec les différents en se posant pourquoi. On s'est rendu compte que ma méthode un peu médecin, pourquoi. On avait du mal à créer un groupe de travail efficient sur le sujet. Pourquoi? Parce que les acteurs locaux se sentaient en concurrence et en fragilité financière. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette réduction des subventions non publiques et augmente des acteurs. On voit aussi plus de structures sur le territoire. Et pourquoi la SFE comme un aspirateur d'invention et non comme un réducteur de coûts pour la côté. Et du coup, la cause un peu racine, ces différents en fait ensemble se sentent en concurrence, pas forcément la diversité des financements possibles, et la situation manque sa subvention au lieu de vendre impact. Et vraiment rendu compte que creuser son modèle socio, il fallait aussi creuser la maths parce que ça venait apporter un peu de l'eau au moulin aussi pour venir ça. Alors je vais prendre quelques exemples
dans les en fait de ce modèle socio-économique, mais peut-être juste avant on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des phases de ce modèle socio-économique pour un catalyseur territorial. On avait la phase émergence, sur lequel on va aller chercher des finances, plutôt des subventions publiques et publiques dans l'innovation. Mais dès la fin de la première année ou deuxième année, ces finances, tout de suite, on nous dit vous êtes plus innovant puisque vous refaites la même chose que mais ça va pour démarrer, mais ça se garde pas. Ensuite, il y a un peu la phase de fonction. Et puis, c'est d'avoir un peu à ce qu'on aimerait voir. Et puis, l'année de croisière, et on voit notre modèle socio-économique, en fait, varie beaucoup sur différentes phases et fait évoluer. J'irai peut-être à l'art du propos. Alors, par exemple, sur les richesses humaines, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on voit réflexe, c'est direct de se dire on va se dire salarié, alors une palette de et que très souvent, c'est quels moyens on se donne pour gérer cette richesse humaine, pour garder le personnel aussi salarié, parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps de recruter, de former des personnes opérationnelles, donc ça demande un management important. On voit qu'il y a tout un tas d'acteurs, des plateformes qui voient des personnes qui vont être mises à disposition. On pense à Coeo, Coenabi, Passerelle et compétences. Il y a toutes ces formes dont on peut faire de manière ponctuelle. Et en fait, ça nous donne des acteurs un petit peu clés qui vont rester ensuite ou devenir bénévoles sur la structure. L'important, c'est toujours aussi d'acquérir des nouveaux bénévoles. Comment on les, c'est pas être constamment en quête de nouveaux, mais qu'est-ce qu'on met en place pour le préserver. Notre modèle socio-économique aussi, on a vu que dans les équipes, dans les bénévoles, très souvent, il y a énormément de frais ou vont être faits. En fait, on ne va pas compter son temps ou on ne va pas compter l'argent qu'on va mettre dans le projet à titre personnel. On le rend dans la comptabilité, même si c'est une dépense et un don en même temps. Ça vient renforcer nos fonds. Et ça vient aussi mettre du poids par rapport aux subventions, de pouvoir vraiment rééquilibrer en disant mais ça fonctionne parce qu'on a des subventions, mais aussi parce que les équipes ont des fonds propres, enfin des fonds sur lesquels ils ne demandent pas de remboursement, des dons. Et donc du coup, ça c'est vraiment important à mettre en place. Toujours sur les régions, sur les rennes, il y a positif aussi, c'est important de faire écho. Il y a le DL, le district d'accompagnement qui permet vraiment dès qu'on a des salariés pour une association, de pouvoir venir renforcer la structure. Et ça a été pour nous vraiment une aide importante qui nous a. Marc ? Oui. En fait, on comprend très mal, très mal. Vous m'entendez pas bien? C'est car il y a des décalages importants en fait. Je sais, en fait, très mauvaise connexion. Suite à la tempête. Constamment aussi. Je sais pas. Peut-être tu connais assez pour continuer ou. Est-ce que tu peux conclure en les idées principales? Parce que là, ça va être très compliqué là. Peut-être juste, si je rapproche un petit peu encore le téléphone, c'est mieux comme ça? Ah oui. Ouais. Peut-être juste pour conclure aussi, ce vers quoi on avance, de l'animation territoriale. On travaille sur une fondation territoriale pour pouvoir impliquer les acteurs dans la transformation de leur territoire. Donc, une fondation territoriale qui viendrait les acteurs qui s'installent sur le territoire, dans lequel il y a un pourcentage, donc là, ce n'est pas 25%, on n'a pas osé, mais 10% financer l'animation territoriale. Voilà, et je m'arrête là si c'est bon en connexion. Merci Jean-Marc. Désolée, la conclusion est vraiment très intéressante. Par contre, je veux bien que tu coupes le son parce qu'on a beaucoup d'écho. Je pense qu'il y a un petit souci, voilà. Donc, très, très intéressant ce projet de fondation territoriale avec le fait d'inclure un pourcentage dédié à l'animation territoriale. Et pareil, pour continuer sur ce rôle de catalyseur territorial, c'est
vous êtes, enfin, le Vive les Mureaux, vous êtes un acteur très ancré localement, avec de nombreuses interactions avec les différents acteurs, que ce soit associatifs, publics, économiques. Et cette interaction, vous en faites bénéficier finalement toute la connaissance et votre expérience, notamment sur les modèles socio-économiques. Vous avez pu en faire bénéficier votre territoire de proximité, notamment les associations, et le fait d'appartenir aussi à des réseaux nationaux, dont celui des catalyseurs territoriaux, des pionniers des alliances en territoire, c'est très intéressant parce que comme acteur territorial, vous faites remonter, si je puis dire, entre guillemets, et diffuser toute votre expérience auprès d'acteurs plus nationaux. Et ça aussi, c'est vraiment une richesse que les catalyseurs peuvent partager. Et donc, merci pour ce témoignage, Jean-Marc, et je suis vraiment désolée qu'il y ait eu toute cette difficulté technique. Pour ceux qui voudraient entendre Jean-Marc mieux, il y a un petit film qu'on pourra mettre en chat qui justement présente cette question-là, puisque Jean-Marc est intervenu à un webinaire sur les modèles socio-économiques des catalyseurs territoriaux le 30 août dernier. Et donc, on en a extrait son intervention. Et donc, on va le mettre en chat pour que vous puissiez la voir. Donc, merci Jean-Marc. Et j'invite comme ça tout le monde à regarder en replay sur la plateforme Innovation territoriale en action le webinaire du 30 août dernier sur justement la spécificité des modèles socio-économiques des catalyseurs territoriaux. Exactement. Et merci Jean-Marc, en tout cas pour tes tentatives difficiles. Du coup, on va laisser la parole au réseau des CPIE, donc le réseau associatif qui est représenté aujourd'hui par un binôme, Brigitte Giraud, sa directrice, et Stéphanie Torrealba, directrice adjointe. Donc, mesdames, je vous laisse la parole pour vous présenter vos modèles socio-économiques et leur articulation. Bonjour à toutes et tous. Merci Élodie, merci Charles-Benoît, merci Laura Meau de nous avoir invités pour venir en parler. C'est extrêmement intéressant de voir que nous allons nous aussi parler d'animation territoriale en tant que réseau associatif, mais justement avec le prisme associatif d'un réseau organisé du local au régional et au national. Élodie, est-ce qu'on pourra… alors, c'est moi qui active, c'est ça? Voilà. Oui, tu peux. Parfait, super. Rapidement, quelques mots pour dire d'où nous parlons. Le réseau des CPIE, c'est un réseau qui est implanté en territoire. Ça peut paraître étonnant de le dire de la sorte, puisque le mot territoire aujourd'hui est extrêmement tendance, mais c'est un réseau qui est implanté en territoire sur les questions écologiques depuis une cinquantaine d'années. Et ce sont 80 associations, vous le voyez là, 12 unions régionales. C'est pour vous donner un petit peu l'importance, même si elle reste modeste, de ce réseau. 80 associations qui sont toutes ancrées territorialement, mais 11 250 adhérents et 800 salariés pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux. Alors, 3 aspects pour nous décrire qui vont être tout à fait complémentaires à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et en écoutant Pierre Leroy en particulier, je me disais que c'est pas tout à fait pour rien que nous sommes partenaires de la NPP et que nous discutons très souvent de ces sujets avec Michael Restier. Premier point, être à l'écoute des territoires, des citoyennes et des citoyens. Les réseaux associatifs ont cette place-là et elle est particulièrement importante pour détecter des signaux faibles de leurs envies et de leurs besoins. Connecter entre les habitants et les acteurs. Nous avons dans les réseaux associatifs une agilité qui permet de faire ça pour agir en solidaire et non en solitaire. Et coopérer et agir en commun pour un monde écologique et solidaire. Donc voilà les 3 grands aspects de notre mission qui nous permettent aujourd'hui, qui permettent d'identifier de là où nous parlons. Alors, l'organisation, sur ce qui concerne notre réseau, il est aux 3 échelons qui ont été décrits tout à l'heure, le national, le régional et le local. Dire en quelques mots que en ce qui concerne le national, notre mission, donc nous sommes une tête de réseau, une union nationale, les 2 grandes missions, les 3 grandes même missions de notre tête de réseau national pour comprendre ce qu'on fait, c'est représenter les CPIE, c'est accompagner le réseau des CPIE et c'est gérer un label puisque ça me permet de faire le lien avec le local. Toutes nos associations sont détentrices du label CPIE qui leur est donné. Donc historiquement, un lien fort
entre le national et le local. Et le niveau régional est apparu, lui, donc c'est le niveau de l'action, le niveau local, c'est celui où se passent des projets territoriaux, la connexion avec les habitants, la connexion avec les collectivités locales, la connexion avec l'ensemble des acteurs territoriaux qui concourent à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique à travers 3 types de compétences complémentaires et qui s'articulent aujourd'hui. Historiquement, l'éducation à l'environnement, l'expertise environnementale sur les territoires, en particulier dans le domaine de la biodiversité, de l'eau et de l'alimentation. Et la 3e dimension aujourd'hui, c'est la facilitation de l'action commune en territoire. Le niveau régional est un niveau qui est plus récent dans notre réseau, puisque c'est un échelon qui s'est créé au moment de la décentralisation, les CPIE mesurant que le niveau régional pourrait prendre de l'ampleur à ce moment-là. Donc, sur ce point, et c'était plutôt un niveau de représentation et d'interlocution essentiellement financière avec des organisations régionales jusqu'il y a peu. Le commentaire qu'il y a sur cette diapo, c'est que c'est une articulation amorcée entre les modèles socio-économiques qui reste à consolider. Pourquoi ? Et donc, vous voyez que avec le petit symbole que j'ai pu mettre sur le slide de l'articulation entre les différents niveaux, ce petit symbole est assorti de moins et de plus. Alors, en ce qui concerne le niveau national et le niveau local, ça commence par un plus, et c'est maintenant vers une tendance vers un moins. Pourquoi ? Parce que le label a fait que pendant très très longtemps, les associations qui sont nées dans un contexte des années 70 où il fallait absolument inventer des sujets, par exemple sur l'éducation à l'environnement, et c'est comme ça que nous sommes nés, le lien était excessivement fort puisque les financements venaient de l'État et descendaient vers le local et que tout le monde coopérait et mettait ses forces au profit de l'invention de l'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, il se distingue parce qu'il y a eu la décentralisation d'une part et la création d'expertise locale, mais il y a également un réseau qui a grandi et des modalités d'articulation de modèles socio-économiques qui sont trop faibles aujourd'hui pour que le national puisse exercer un réel management d'impulsion sur le local et qu'il puisse aller à l'écoute du local sur la façon pour mesurer la façon dont il peut prendre en compte ce management intelligent, si j'ose dire, vis-à-vis du local. Donc, on va du plus vers le moins. De l'autre côté, enfin tout en bas du schéma, on voit plutôt un plus, c'est-à-dire que la décentralisation étant passée, mais elle a été longtemps sans produire véritablement d'effets dans notre réseau, elle produit maintenant davantage d'effets parce que avec la fusion des régions, nos associations locales ont mesuré combien elles avaient besoin d'avoir davantage de structuration régionale. Et en termes de modèle socio-économique, le lien entre les CPIE locaux qui conduisent l'action territorialement et les unions régionales qui peuvent constituer des partenariats régionaux et qui peuvent apporter des ressources économiques et de l'accompagnement en termes RH est en train de se structurer, d'où le plus. Le niveau, l'articulation la plus faible aujourd'hui, si j'ose dire, c'est l'articulation entre le régional et le national, puisque nous avons là un moins, on part d'une tendance vraiment au moins qui tend vers le plus. Pourquoi vers le moins ? Puisque d'une part, les unions régionales ne sont pas membres de l'Union nationale des CPIE. Alors, j'avais d'ailleurs séparé les schémas, mais peu importe, je peux les commenter directement là. Les unions régionales ne sont pas membres du niveau national, compte tenu de l'histoire, puisque c'est le label qui fait le lien, et d'autre part, et à ce titre-là, était très peu proche. Et aujourd'hui, ce lien s'est renforcé au fil du temps avec
Voilà, on peut aller, voilà. Ce lien s'est renforcé au fil du temps par le fait que nous avons, nous, au niveau national, poussé à ce renforcement avec progressivement des outils, notamment un comité de réseau qui permet de réunir aujourd'hui les unions régionales avec une partie des membres du conseil d'administration de l'Union nationale des CPIE. Néanmoins, nous avons et nous affichons, d'où le plus, une ambition nationale de renforcement du régional et ça va s'amplifier à l'avenir, mais en tous les cas, nous commençons par une première expérimentation qui est celle d'un premier projet de mise en cohérence et qui touche au sujet de la biodiversité dont Stéphanie Torrealba va vous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Merci Brigitte pour la transmission de parole. Donc, pour vous illustrer cette évolution de l'articulation de nos modèles socio-économiques, on va vous parler de ce programme de déploiement des engagements pour la nature des acteurs publics et privés dans les territoires. Et c'est pour nous un projet important puisque pour la première fois, c'est un programme qui va réunir les 12 unions régionales, le CPIE Mascarin qui est pour l'instant seul dans sa région à La Réunion, et l'Union nationale dans une même ambition et autour d'un projet sur la biodiversité. Pourquoi la biodiversité? Parce que c'est un terme qui est vraiment partagé de façon unanime par l'intégralité des CPIE et des unions régionales. Et donc, c'est un point d'appui intéressant. L'autre opportunité, c'est celle d'avoir un partenaire national, l'Office français de la biodiversité, qui était très intéressé par notre programme dans la capacité de déploiement des engagements pour la nature dans le moyen long terme, puisque ça s'inscrit très en phase avec la future stratégie nationale biodiversité. Donc, c'est un projet d'un nouveau genre pour nous, puisqu'il mobilise ensemble l'Union nationale et l'échelon régional, qui part de niveaux très différents. On n'a pas deux unions régionales qui se ressemblent. Certaines ont déjà une vingtaine d'années d'existence et des projets à leur actif et des évolutions. D'autres partent quasiment de zéro. Mais c'est justement cette trajectoire commune qu'on a envie de bâtir pour renforcer l'articulation de nos échelons. Et ce programme qu'on va développer sur les 3 années 2021, 2022, 2023, il nous donne l'opportunité de travailler sur le renforcement des unions régionales dans leur fonction de tête de réseau régional, une fonction qui est pour l'instant très rarement portée par les unions régionales, qui sont plutôt dans la consolidation de projets portés par des CPIE ou qui portent des projets de façon assez sectorisée et on va dire ponctuelle. Là, avec ce programme-là, on a l'ambition de les accompagner dans leur cheminement pour mieux qualifier ce qu'elles sont actuellement et comment elles pourraient développer cette fonction de tête de réseau comme une vraie plus-value dans l'appui à l'action portée par les CPIE, puisque c'est bien, comme le disait Brigitte tout à l'heure, les CPIE qui agissent localement pour mobiliser des acteurs publics et privés et des habitants dans leur engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. On va donc déployer un certain nombre de chantiers pour nous permettre d'y parvenir. Et l'autre aspect intéressant, il nous semble, avec ce programme, c'est qu'on va travailler aussi sur le positionnement des unions régionales dans leur écosystème d'acteurs. Et l'ambition qu'on a au travers de ce chantier-là, c'est d'abord de pouvoir mieux rapprocher les CPIE, les unions régionales de CPIE et la sphère des entreprises et des professionnels qui est pour l'instant peu en collaboration avec notre réseau à cette échelle-là, mais également de travailler sur le volet des alliances sur les questions de biodiversité, qui est donc un des piliers du modèle socio-économique. Donc, on va vers un modèle socio-écologique régional qui sera articulé avec celui du national et des CPIE et qui va nous permettre, avec ce projet biodiversité, de pouvoir progresser autant sur la gouvernance des unions régionales que sur les modalités de pilotage salarié, puisque toutes les unions régionales n'ont pas de coordination salariée, que le financement et que les alliances à développer pour des projets communs sur la biodiversité portés à cet échelon.
Merci Brigitte et merci Stéphanie. Donc, on voit que l'échelon intermédiaire qui est la région va devenir de plus en plus structurant pour le réseau. Est-ce que, Jean-Marc, Pierre, Brigitte et Stéphanie, vous avez des étonnements, des surprises sur la présentation de chacun de vos ingénieries et de vos modèles socio-économiques, et des choses que vous ne saviez pas, des choses que vous découvrez, des choses qui vous paraissent finalement similaires à vos propres problématiques, ou au contraire très éloignées? Est-ce que comment ça fait écho à tout ce que vous viviez les uns vis-à-vis des autres? Bon, moi, je veux bien dire un mot. J'ai en introduction de mes propos mesuré à quel point on avait des complémentarités avec la NPP dont on est partenaire, mais aussi, même si j'ai mal entendu, mais je l'ai entendu ailleurs, Jean-Marc, donc je connais la situation qu'il a déjà décrite, et donc on a aussi des points communs avec la fonction de catalyseur territorial, en particulier nous sur le sujet des transitions écologiques. Ce que je mesure, c'est à quel point dans nos organisations, et en particulier au niveau national, pour la NPP en particulier, c'est pas si facile que ça que de coopérer. On entend bien qu'on a une vision commune, une ambition commune, chacun à sa place, chacun pour la NPP davantage sur des dimensions institutionnelles avec un cadrage dans des programmes et les collectivités territoriales. Pour nous, en tant que réseau associatif d'initiative qui va promouvoir et qui va porter et qui cherche à amener cette prise en compte de la complexité dans les projets territoriaux et du lien à constituer entre les acteurs pour que les choses se fassent, et puis évidemment de la constitution progressive des ressources qui vont permettre de le mettre en œuvre, que c'est pas si facile que ça de coopérer, et que là aussi, pour s'articuler, non pas seulement en notre sein, mais avec d'autres et dans des alliances de portée nationale, régionale et locale, nous avons besoin de continuer à nous parler. C'est d'ailleurs ce qui est prévu très prochainement avec la NPP, pour ne pas le nommer. Pierre, à titre personnel, moi, il n'y a rien qui ne me choque dans tout ce qui a été dit. Mais pour redire, je ne comprends pas que, étant donné les enjeux, nous ne décidions pas au plus haut niveau d'investir tout simplement sur l'humain, parce qu'on sait que les solutions viendront justement de cet investissement sur l'humain. Et moi, ça me surprend, parce que le discours qu'on entend là, c'est le même à l'Association des maires de France, c'est le même à l'Association des régions de France. Tout le monde dit la même chose. Et on a la sensation d'être face à un dogme. Cette peur de dépenser dans les budgets de fonctionnement a pris de telles proportions qu'aujourd'hui, sur des enjeux qui sont cruciaux, parce que c'est tout simplement l'avenir de l'humanité, enfin, ça semble dérisoire, mais quand même, et qu'on ne soit pas capable d'arriver à investir sur l'intelligence collective, moi je suis absolument sidéré. J'avoue que je ne comprends pas. Et c'est un peu le message qu'on se tue à dire à maintes reprises. En plus, c'est des sommes qui sont dérisoires. C'est pas des grosses sommes. Quand on nous bassine avec les 300 milliards d'euros du plan de relance, de quoi parle-t-on, quoi? Et c'est vrai que je trouve ça assez choquant, étant donné encore une fois les enjeux à très court terme, étant donné qu'on sait faire sur les territoires. Regardez les résultats qu'on a sur la transition écologique sur les territoires avec des bouts de ficelle, c'est très impressionnant. Donc aujourd'hui, l'enjeu est de massifier, généraliser les expériences locales qui sont certaines extraordinaires. On a un potentiel, beaucoup de la population est prêt à changer de pratique. Pour ça, il y a un cap à passer. Si on veut généraliser et massifier, il va falloir à un moment donné qu'on se pose les bonnes questions. Et là, ça devient très urgent.
Donc, c'est un cri d'alerte, hein, mais entre ce que dit le CPIA, enfin, le CPIE, mais tout ça, c'est évident, on le sait, mais aujourd'hui, non, on n'est pas encore à l'action. On le sait, sauf que paradoxalement, c'était plus facile il y a 15-20 ans en arrière de mobiliser des crédits d'animation, alors qu'on était dans des contextes plus simples, parce que l'acteur public était extrêmement puissant et territorialement, il suffisait de claquer des doigts, si j'ose dire, pour le mobiliser. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est même plus suffisant. C'est plus suffisant. Et cette mobilisation et la façon dont le lien territorial peut se créer pour constituer véritablement de la co-construction et de l'action en commun sur les territoires, ça nécessite des compétences sur le lien en particulier et d'autres compétences d'expertise également qui apparaissent comme étant invisible, c'est-à-dire un peu comme si on se disait chaque fois l'intendant suivra. Eh bien non, parce que faire coopérer ensemble sur la co-construction des acteurs qui ne se parlaient pas avant et qui n'avaient pas forcément besoin de se parler avant, c'est une véritable innovation et c'est une véritable innovation qui nécessite sa modalité d'animation qui n'est pas la même que celle d'il y a 20 ans. Et c'est ça peut-être qu'on n'arrive pas à dire en territoire, c'est qu'on avait le sentiment que c'était des crédits de fonctionnement qui servaient à rien parce que quoi qu'on fasse, globalement, les projets se réalisaient. Aujourd'hui, la complexité est telle et les enjeux sont tels qu'on sait très bien qu'aucun d'entre nous tout seul ne peut les résoudre. Et c'est là où on a du mal à identifier que cette fonction d'animation, elle a pris un tour radicalement différent et qu'on partage parmi les 3 interventions qu'on vient d'avoir là, mais qu'on a du mal à arriver à mettre en avant. J'ajouterais 2 petits éléments complémentaires. C'est qu'aujourd'hui, on est même en situation de danger, dans le sens où c'est totalement contre-productif, parce que tous les investissements qui sont faits, s'ils ne répondent pas aux besoins primaires des populations, et c'est le cas, j'insiste, c'est pas avec de la croissance verte et du greenwashing qu'on arrivera réellement à répondre aux enjeux. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de schizophrénie. Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, on veut du bottom-up, mais il n'y a pas d'animation territoriale. Et donc, c'est des projets qui viennent d'en haut, des projets avec des financements phénoménaux, mais qui ne répondent pas aux enjeux. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des bouts de ficelle, on sait faire, on a expérimenté, il y a une population, il y a des jeunes ingénieurs avec des compétences très particulières justement sur l'animation territoriale. On en a de ces jeunes qui cherchent du sens. Des jeunes professionnels qui ont un niveau ingénieur qui sont entre 25 et 35 ans, qui cherchent véritablement à se rapprocher des territoires pour agir et avoir du sens dans leur action. Donc, on a tous les outils, il suffit juste de décider. Alors, je me permets d'intervenir là parce que c'est le cœur de la conclusion du rapport que j'ai remis à la secrétaire d'État Sarah El Haïry la semaine dernière à l'occasion du Forum national des associations et des fondations, puisque son prédécesseur Gabriel Attal nous avait confié à la députée Katia Rakombouzon et moi-même une mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre associations, entreprises et collectivités territoriales. Et après 6 mois d'un travail de co-construction avec une centaine d'acteurs publics et privés au niveau national et territorial, dont l'ensemble des acteurs autour de la table faisaient partie, une feuille de route ministérielle a été mise en place depuis le 20 mai 2020 et on rendait compte de 18 mois d'action à l'occasion du Forum national des associations et des fondations. 3 éléments. D'abord, les 21 mesures ont avancé. Donc, quelque part, on voit bien qu'il y a une envie, et aujourd'hui, rappelons que 81% des Français, 92% des maires, 84% des dirigeants d'entreprise et 98% des dirigeants associatifs ont cette envie d'aller dans ce sens-là. Je crois que ce que les travaux qui ont été menés dans le cadre de la mission ont montré, c'est qu'il y a 3 freins. Le premier frein, et vous l'avez cité, et on peut le dire, et d'ailleurs, nous avons commandité au politologue Stéphane Rosès une étude pour comprendre
pourquoi les élites nationales, publiques et privées d'ailleurs, avaient une difficulté à se saisir de ce récit de cette co-construction pour justement y investir. Le rapport a été publié, l'étude a été publiée le 30 septembre dernier. Je vous invite à le regarder, il est absolument passionnant. Et puis, il y a une petite synthèse pour ceux qui ne veulent pas lire la quarantaine de pages, en 4 pages sur le récit national vers lequel on pourrait aller dans le contexte de transformation. Ça, c'est une réalité. Mais il y a quand même 2 autres réalités qu'il ne faut pas nier. D'abord, il y a une réalité de droit. C'est que le droit français est fondé sur la protection de la personne, qu'elle soit physique ou morale. Et donc, toute alliance est suspecte par le droit. Et donc, tout ce dont on est en train de parler, finalement, de ce lien, de cette capacité à inventer ensemble, à mobiliser collectivités, associations, acteurs académiques, acteurs économiques, ensemble sur un territoire pour trouver cette solution-là, nous n'avons pas le cadre légal pour le faire. D'où la proposition de loi qui a été déposée au Parlement par la députée Cathy Rancourt-Bouzon sur l'expérimentation d'un droit d'alliance d'intérêt général en début de cette année. Mais il y a un 3e élément, c'est que nous l'avons dit et nous allons le redire dans un instant, mais le modèle socio-économique, son premier levier, c'est une question de richesse humaine et de compétences. Or, ne nous trompons pas, ces compétences du lien, elles ne sont pas autant développées que cela. C'est-à-dire que par l'expérience, un certain nombre d'acteurs l'ont acquis par l'expérience. Finalement, créer ce lien, c'est quelque chose qui se vit plutôt qu'il ne se dit. Et quelque part, nous avons un vrai problème de compétences. C'est-à-dire que même si demain, on mettait sur la table des millions pour cette ingénierie, on n'a pas aujourd'hui la capacité à passer des marginaux séquents à des troupes de génie. Et il faut le dire, non, aujourd'hui, nous n'avons pas les dispositifs et nous ne savons pas former finalement à grande échelle cette logique-là et nous ne pouvons pas finalement dire à chacun expérimentez pendant 5 ans et puis vous reviendrez, après on sera là. Donc il y a une urgence pour investir aussi sur cette montée en compétences et passer de la connaissance à la compétence sur ces sujets-là. Et là, il y a un vrai sujet. Donc moi, je crois que vraiment, en termes de vision, oui, vous avez raison et je le partage complètement. Il y a une nécessité à partager cette vision et pour moi, le VADEMECOM de la NPP fait partie de ces outils qui permettent de reposer ces éléments-là. Mais comme à un point de vue international, n'oublions pas que ce sont les pays du Sud qui ont imposé le 17e ODD, celui de dire oui, une vision systémique des résultats, très bien, mais comment on va faire? La question, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire demain, c'est comment on va le faire. Et donc, cet élément-là est déterminant. Le deuxième, c'est vraiment un élément de juridique, c'est-à-dire que si nous voulons pouvoir expérimenter, il nous faut les cadres d'expérimentation et ils n'existent pas aujourd'hui. Comme le dit Jean-Paul Delevoye, le président de la Fondation des territoires, l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Donc, il nous faut un cadre pour pouvoir gérer cette logique-là, accepter le risque et que ce risque soit dans une logique partagée et néanmoins contractuelle, parce qu'effectivement, on est bien dans un état de droit et dans un état démocrate où il serait absolument inconscient de dire faites ce que vous voulez, comme vous voulez, dans tous les sens, parce que ça, ce n'est pas l'intérêt général. Et ça, le cadre, nous avons mis 7 ans pour définir la proposition de loi qui a été déposée au gouvernement, mais j'invite à tous ceux qui nous écoutent à dire que même si elle n'a pas encore été votée, il y a une définition pour la première fois de ce qu'est une alliance d'intérêt général. Je rappelle que l'intérêt général n'est pas défini de façon juridique, elle l'est dans le droit fiscal, mais elle ne l'est pas finalement de façon juridique. Là, il y a une définition de l'intérêt général et surtout des conditions qu'il faut accepter pour chacun des acteurs, collectivités territoriales, associations, entreprises, pour pouvoir rentrer dans cette dynamique-là. Et c'est un outil, en tous les cas, certains élus locaux, certains préfets nous ont dit qu'ils utilisaient déjà le fait que c'était déposé, donc accepté comme éligible au débat parlementaire, pour pouvoir s'appuyer sur ce cadre-là. Et le troisième point, et c'est vraiment l'objet des jeudis de l'ODD 17 d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous investissons collectivement dans cette capacité à faire alliance, à apprendre à faire alliance. Parce que nous avons besoin de femmes et d'hommes qui sont dans cette logique-là. Et là, je vous rejoins complètement, Pierre. On a énormément de jeunes qui sont très intéressés par ça. Il est urgent d'associer le monde académique
dans cette logique-là, à l'image de ce que fait la chaire AgroParisTech, par exemple. Et ça, c'est vraiment les trois éléments qui, dans le rapport ministériel, sont aujourd'hui, après 2 ans de travail collectif avec une centaine de réseaux nationaux et territoriaux publics et privés, vraiment les convictions qui sont derrière. Merci, Charles Benoît. Alors justement, peut-être que pour mettre en perspective tous ces enjeux de valoriser l'animation territoriale, tout ce qu'on vient de se dire, peut-être de finalement présenter les travaux du Ramo sur cette modélisation socio-économique. Oui, parce que effectivement, pour pouvoir avoir les moyens de cette ambition, encore faut-il pouvoir avoir qualifié finalement quels étaient les besoins de ces modèles socio-économiques de l'ingénierie. D'abord, et c'est tout l'enjeu de ce programme durant toute l'année, d'avoir une meilleure compréhension de cette notion de modèle socio-économique partagé, que ce soit la différence entre le modèle socio-économique d'une ingénierie et le modèle économique d'un projet. On a encore trop de confusion sur ce sujet-là. De distinguer les modèles socio-économiques en phase d'expérimentation de celles de déploiement, comme le rappelait Jean-Marc, mais aussi de ne pas confondre les modèles socio-économiques d'intérêt général et d'utilité sociale, voire d'utilité publique. Ce sont des notions complètement différentes qui amènent à des modèles socio-économiques différents et nous devons connaître ces modèles pour pouvoir les comprendre. Le deuxième élément essentiel par rapport à l'ingénierie, c'est de comprendre où est finalement la valeur et de se rappeler que 2/3 finalement du coût est dans la mobilisation de compétences. Cette analyse qui a été faite au niveau du réseau des pionniers des alliances en territoire, des 350 catalyseurs territoriaux, montre bien que, bien évidemment, c'est exactement comme le disaient Pierre et Brigitte, un investissement dans les femmes et dans les hommes. Alors, l'élément déterminant, c'est comment peut-on modéliser cet élément-là et comment peut-on valoriser finalement cette ingénierie. Eh bien, nous avons travaillé, et c'est la première fois que nous le présentons dans cette globalité sur le modèle socio-économique de l'ingénierie, 3 éléments sur chacun des 3 leviers des modèles socio-économiques. Concernant les compétences mobilisées, je rappelle que nous ne sommes que sur l'ingénierie d'intérêt général, j'insiste là-dessus, et dans une logique d'alliance d'intérêt général. C'est de valoriser économiquement l'engagement volontaire, et je vais revenir, c'est ce que nous avons appelé la règle des 4/3. Je vais revenir sur ce sujet-là. Sur la logique des besoins financiers, puisque nous sommes dans une action d'intérêt général, eh bien, nous avons pu démontrer que nous devons être dans la règle de ce qu'on a appelé le tiers on top, c'est-à-dire que si nous ne finançons que les projets et les actions, nous ne pouvons être en aucun cas dans une action d'intérêt général parce que nous n'allons faire que de la prestation qui répond aux besoins ici et maintenant et non pas de l'intérêt général qui s'inscrit à une capacité à pouvoir à la fois diffuser à d'autres et puis projeter dans le futur. Et le troisième élément, celui des synergies à développer, c'est la question pas seulement de la mutualisation des moyens, mais aussi de la répartition de la valeur collective d'intérêt général. Et vous allez voir que je vais vous présenter la règle des 1 + 10% de prime à l'alliance. Et alors, objectivement, je n'avais entendu ni Pierre ni Jean-Marc tout à l'heure, mais comme vous savez, pour ceux qui me connaissent, c'est fromage et dessert, donc vous allez voir, vous allez être tous les deux servis. Alors, quelle est cette règle des 4/3? Eh bien, de rappeler que tout dispositif d'intérêt général a une valeur intrinsèque qu'elle ne valorise pas, c'est la capacité de mobilisation volontaire. Et finalement, ces ingénieries d'intérêt général, l'équilibre de la maison, c'est 1/3 de financement public, 1/3 de partenaires privés, 1/3 de prestations qui crée une valeur intrinsèque, c'est-à-dire la capacité à mobiliser l'engagement volontaire des personnes et des organisations qui n'est jamais prise en compte dans la contribution respective des parties prenantes. Or, dans la réalité, toutes les études que nous avons montrées montrent que ça représente 1/3. Or, on ne présente budgétairement que le tiers financier, que les 2/3 financiers. Mais on oublie ce tiers complémentaire qui finalement provient de la capacité d'engagement des femmes et des hommes ou des organisations collectivement pour pouvoir le faire. Je donne qu'un seul exemple. Le budget du secteur associatif français est de 113 milliards. La valorisation du bénévolat est de 40 milliards. L'équation est juste. 1/3 provient de la capacité des femmes et des hommes à se mobiliser pour pouvoir réussir ce que seul l'intérêt général peut permettre. Et j'insiste là-dessus,
C'est ce qui nous a permis et ce qui nous permet aujourd'hui d'être leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires en vendant tous les ans des crêpes et des ballons et en ayant financé les biothérapies génétiques et cellulaires grâce au Téléthon. C'était cette capacité de mobilisation, ce tiers supplémentaire qui a une valeur, la valeur de l'engagement, qui doit être valorisée dans le modèle socio-économique et qui nous amène immédiatement au tiers on top. Qu'est-ce qu'on fait de ce tiers? On ne l'oublie pas. On va le réinvestir. Puisque c'est l'intérêt général, nous sommes dans l'obligation, au-delà de l'action qui a été faite, du financement de l'action, de réinvestir ce tiers. Sinon, nous trompons l'engagement des personnes et des organisations qui s'engagent pour l'intérêt général. Et donc, quel est cet engagement? Eh bien, cet engagement, selon nous, des 33%, il est 2/3 pour l'organisation d'intérêt général, le projet ou l'acteur d'intérêt général qui porte ce sujet-là, et pour 1/3 pour contribuer à l'écosystème d'intérêt général. Et comment va se décomposer finalement cette logique? Avec beaucoup de bon sens. Si je n'ai pas 8% pour capitaliser, 7% de frais de fonctionnement, allez, on peut descendre à 5% parce qu'on est très optimum, mais quelque part entre 5 et 7%, et c'est très bien parce que si on est qu'à 5% de frais de fonctionnement, on peut remettre 2% de plus en capitalisation, c'est une très bonne chose. 5% d'animation interne du réseau. La formation, les groupes de travail, la mise en partage, sinon on n'est pas d'intérêt général. Et puis 2% de résultats, parce que la contribution des fonds propres qui fait une capacité d'investissement, eh bien aucune organisation publique et privée ne peut vivre sans une capacité d'avoir cette logique-là. Donc il est absolument indispensable que dans nos dispositifs, nous prenions en compte la valeur ajoutée de la mobilisation, que nous réinvestissions pour 2/3 d'entre elles, 22%, dans chacune des actions. Et je vous invite à faire le calcul, pas plus tard que ce matin, avec un de nos grands partenaires, on faisait le calcul, c'est exactement sur un de nos grands projets, cet élément-là qui a été déterminé. Mais il faut aussi, dans cette capacité, être capable de réinvestir pour financer l'écosystème d'intérêt général et finalement pour partager avec d'autres ce tiers on top que l'on a réussi à faire, et ce qui nous amène à la dernière règle, la règle du 1 plus 10% de prime à l'alliance. Et pour nous, ces 11% de contribution à l'écosystème d'intérêt général, ils sont évidents. C'est 10% d'investissement dans le territorial, parce que ce que décrivait Jean-Marc, que j'ai découvert avec vous aujourd'hui, je vais lui tirer les oreilles parce qu'il aurait pu nous le dire avant, ça m'aurait évité de découvrir ça, et surtout de chercher très longtemps pour calculer ces 10%, parce que c'est exactement ça. Si nous n'investissons pas, si nous ne fécondons pas le territoire, si nous n'animons pas le territoire, il n'y pousse rien dans le désert. Et donc, quelque part, cette logique d'animation territoriale dont parlait Pierre tout à l'heure et dont parlait et qu'incarnait Jean-Marc, il est absolument évident que cet investissement, tout projet, doit se contribuer à 10% sur ce sujet-là. Et 1% pour la recherche d'intérêt général. Il est urgent que les acteurs académiques, dans leur dimension d'enseignement et de recherche, puissent avoir les moyens de pouvoir capitaliser et de pouvoir diffuser ce savoir. Pourquoi? Pour qu'on évite de réinventer la roue et la poudre à couper le beurre en permanence. C'est incroyable de voir qu'à la fois, bien évidemment, il faut que les initiatives elles répondent aux besoins des territoires. Mais à contrario, pourquoi réinventer 150 millions de fois le sujet? Il ne s'agit pas d'avoir le même modèle partout, mais il s'agit quand même, quand on parle de mobilité, de numérique, d'insertion, de savoir ce que d'autres font. Parce qu'il y a d'autres façons que d'inventer soi-même en permanence toutes les solutions en croyant qu'on a réinventé la poudre à canon. Et donc, quelque part, cette logique du 10%, du 10 plus 1% de prime à l'alliance nous semble absolument indispensable. Et vous avez utilisé ces termes-là et nous ne l'avions pas préparé ensemble parce que ça finance la valeur de l'infrastructure invisible qu'elle incarne. Il n'y aura pas de réel développement d'une capacité à animer et à gérer l'intérêt général sans que nous valorisions le quatrième tiers, c'est-à-dire la capacité de mobilisation des acteurs, que ce tiers, nous le réinvestissions dans une capacité, finalement, au-delà du financement des actions, à pouvoir garder mémoire, capitaliser, animer, partager, former les acteurs, et que nous soyons tous responsables
d'une contribution au territoire, parce que, encore une fois, c'est là où se fécondent les choses, et à la recherche d'intérêt général, parce que si nous ne recherchons pas, si nous continuons à n'avoir qu'une vision à court terme, eh bien, nous allons assécher l'ensemble des choses. Et ça, c'est un élément déterminant. Si jamais on n'investit pas dans la recherche fondamentale, il n'y a jamais de recherche appliquée. La FM Téléthon nous l'a démontré. Nous avons pu avoir un vaccin dans le monde en 9 mois parce que des femmes et des hommes ont cru en une recherche auquel personne ne croyait, et en vendant des crêpes et des ballons, ont réussi à financer la recherche que personne ne voulait financer. C'est ça l'intérêt général, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vivre normalement, et ça, c'est un élément absolument déterminant. Donc, voilà pour nous la modélisation de cette ingénierie d'intérêt général dans ces 3 dimensions, parce que nous l'avons vu. S'il n'y a pas d'un côté la gestion publique, de l'autre projet, et de l'autre côté des managements de projets transversaux de territoire, tels que le réseau des CPE l'incarne, et s'il n'y a pas ces chiens de berger qui peuvent aller chercher ceux qui sont loin sur les territoires, qui ne sont pas encore engagés dans cette dynamique de coopération, que sont les catalyseurs territoriaux, eh bien non, nous ne réussirons pas l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, mais si nous savons avoir la sagesse simplement de considérer que toute cette ingénierie n'est pas une dépense, mais un investissement, non pas pour nous, non pas pour nos enfants, mais pour les enfants de nos enfants, si nous n'avons pas cette sagesse, alors nous ne serons pas à la hauteur d'un pays qui a inventé la notion d'intérêt général, qui n'existe pas encore dans nos autres pays. D'ailleurs, ça n'est pas traductible en anglais. Et je crois que s'il n'y a pas cette intendance-là, eh bien, comme le disait Brigitte, il faut que nous fassions tomber le mythe bicentenaire. Ça tombe très bien, on a fêté les 200 ans de celui qui l'a porté il y a 200 ans. Eh bien, gardons mémoire de celui qui l'a porté, mais tuons le mythe. Non, l'intendance ne suivra pas si nous ne savons pas y investir. Et voilà ce que nous vous proposons au regard de 15 ans de recherche sur comment financer l'ingénierie d'intérêt général. Merci Charles. On a peut-être des réactions de Pierre et ou Brigitte sur cette pédagogie qu'on souhaite faire sur le modèle socio-économique de l'ingénierie qui croise quand même avec vos expériences et propos précédents. Est-ce que vous avez des remarques complémentaires ou peut-être les participants ont des questions? Brigitte ou Pierre, ou les deux? Personnellement, je n'ai pas de remarques, évidemment, ça correspond tout à fait à ce qu'on dit et ce sur quoi on milite, en espérant être entendu. Donc, moi, ça me convient, je bois les paroles, ça me va bien. Très bien. Oui, moi, je n'ai pas de remarques particulières, si ce n'est de dire que c'est ça l'intérêt de participer, même si on est intervenant, de participer au webinaire du Rameau, c'est qu'il y a toujours un point de sortie où finalement, on avance d'un cran sur la question du modèle socio-économique, là, avec 3 règles d'un seul coup. Donc, on en a pour notre argent, entre guillemets, et de quoi méditer pour la suite, parce qu'il y a véritablement ce besoin qu'on exprimait tout à l'heure, Pierre comme moi, sur ces sujets de la reconnaissance et j'utilisais le terme d'invisibilité moi aussi, et sur cette reconnaissance de cette invisibilité et sur ces difficultés que nous avons à rendre visibles. Donc, absolument passionnant. En introduction, vous avez redit que le Rameau cheminait depuis 12 ans. Quelque part, je trouve que c'est rassurant parce que finalement, je me disais, nous, en réseau associatif et avec l'ensemble de nos acteurs dans nos partenariats et dans nos relations avec ces partenaires, on chemine aussi sur la question des modèles socio-économiques depuis à peu près la même durée, avec d'ailleurs très souvent l'appui du Rameau. Et on se rend compte que c'est utile de voir qu'il y a besoin de ce temps long pour transformer des regards et transformer des façons d'appréhender, puisque les sujets peuvent être les mêmes, le besoin d'animation territoriale, mais les modalités pour les mettre en œuvre n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on pouvait faire par le passé. Merci Brigitte. Donc, du coup, à nous de faire la pédagogie de ces 3 règles qui sont structurantes pour faire avancer la cause, si je puis dire. Et vous aurez bien vu, parce que c'est tout le point sur lequel nous voulions en faire, que nous n'avons pas demandé 1 euro de plus. C'est juste un réinvestissement de ce qui existe. D'accord ? C'est-à-dire qu'en rendant visible la force d'engagement des femmes et des hommes et des organisations, on considère que c'est un juste, finalement, attribution
de cette valeur créée. Et c'est ça l'intérêt général. C'est-à-dire que sinon, on se pollue l'intérêt général. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à des gens de faire, mais on ne considère que l'action derrière. C'est comme si on vendait une maison sans ciment. Eh bien, je crois que là, il y a un vrai message. Ce n'est pas de demander finalement de l'argent supplémentaire, c'est de demander un juste réinvestissement de ce qui est l'investissement d'intérêt général réalisé. Et c'est dans ce cadre-là que je pense la charge de la preuve change de camp. La charge de la preuve change de camp, ce n'est pas un euro de plus. C'est simplement qu'est-ce qu'on fait des euros investis par l'intérêt général, par la générosité des personnes, des organisations, par leur don de temps, leur don d'argent, qui quelque part permet de faire ensemble ce qu'aucun peut faire seul. Et je pense que c'est ça qu'il faut que nous disions. Ce n'est pas d'aller faire quémander un euro de plus, c'est de dire comment il y a une juste rémunération par l'investissement de ce qui est finalement ce que chacun d'entre nous contribue à faire. Et là, je vous rejoins, Pierre, vous avez dit quelque chose pour moi qui est très important, c'est que je crois que les jeunes générations, c'est ce qu'ils attendent. Ils ne sont pas fous, hein. Ils savent très très bien qu'on ne va pas changer d'un coup de baguette magique, il faut qu'on arrête de leur faire croire n'importe quoi. Ils sont beaucoup moins naïfs que nous, hein. Mais en revanche, il ne faut pas qu'on leur dise des fariboles. Hein. Il faut qu'on leur dise la vérité, qu'on leur dise qu'on a besoin d'eux. Et justement, peut-être que dans ces compétences du Faire Alliance, ils ont une avance que les générations comme les nôtres, comme les miennes en tous les cas, n'ont pas. Et c'est là où, quelque part, les jeunes peuvent sans doute nous apprendre sur ce sujet-là, à nous d'être à la hauteur de l'investissement d'intérêt général, c'est-à-dire la juste rétribution, cette capacité de réinvestir ce que les organisations et les personnes font tous les jours pour que notre monde aille mieux. Mais s'ils ne sont pas écoutés, ils se révolteront. Absolument. Et ils ont raison. Oui. Eh bien, merci à tous. Alors, pour terminer ce webinaire, de faire un petit bilan, sur ce programme qui a démarré en octobre 2020, donc il y a pile un an, et de rappeler que finalement, ce programme est issu d'un cheminement dont la première étape a été en 2019, parce que ça a été l'une des premières fois où on a publié, notamment lancé le référentiel modèle socio-économique d'intérêt général, donc là, une grande étape qui a permis de partager un premier socle de capitalisation. Ça nous a amené en 2020 à lancer ce fameux programme connaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général qui a permis d'être partagé, et en 2021 avec un objectif de diffuser plus largement toutes les connaissances qui ont été accumulées et capitalisées depuis une décennie de recherche empirique. Alors, rappelez les 3 objectifs complémentaires de ce programme. On en a parlé en introduction, c'est d'essayer de partager une culture commune, parce que les modèles socio-économiques, ce sont des concepts, c'est une diversité de modèles, et donc il faut bien apprendre et savoir ce dont on parle. Et parmi cette diversité, c'est aussi de permettre à chacun de pouvoir se repérer, de pouvoir se positionner l'un vis-à-vis de l'autre. Et enfin, la question des modèles socio-économiques, on l'a vu tout au long de ces webinaires et encore aujourd'hui, c'est une question qui est complexe. Et donc, l'un des objectifs de ce programme, ça a été d'apprendre à piloter cette complexité. Alors, en termes de résultats, puisque je vous le disais, on a fait le bilan des 1 an au FNAF, donc le 13 octobre dernier. On peut dire qu'on a eu un chemin apprenant, parce que 12 étapes pour découvrir ou redécouvrir l'ensemble des connaissances qui ont été capitalisées. Au cours de ces différents webinaires, de ces 12 webinaires, il y a eu plus de 30, 34, voire plus même maintenant, intervenants qui sont venus partager leurs expériences et leurs connaissances. Et enfin, en termes de résultats très concrets, il y a plus de 25 livrables, que ce soit des notes prospectives, des modules de e-learning, les 12 webinaires, des newsletters, un outil de diagnostic qui oriente vers d'autres ressources, que ce soit donner des outils et des compétences. Donc, tout ça, tous ces contenus, tous ces résultats sont évidemment issus de tous nos cheminements collectifs et sont aussi accessibles à tous et en open source. Et puis, on a beaucoup parlé de la connaissance. Maintenant, l'objectif, ça va être de passer de la connaissance à la compétence. Et pour ça, trois leviers complémentaires. D'abord, d'outiller les organisations et les territoires. Et donc, ça, c'est tout le parcours qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, le parcours en 7 étapes qui va vous permettre de découvrir l'ensemble des ressources, des connaissances
sur la question des modèles socio-économiques. Il y a bien sûr l'axe formation, former les chefs de projet extrêmement important pour développer les compétences. Et là, il y a eu un partenariat très important entre le RAMO et l'Association française des fonds et fundraisers. On a expérimenté l'année dernière, enfin cette année, une formation sur les modèles socio-économiques et l'AFF lance à son catalogue en janvier 2022 une formation trajectoire socio-économique, donc l'un des leviers pour former des chefs de projet. Et puis, toujours investir dans la recherche avec un partenariat toujours aussi structurant, l'Institut français du monde associatif, puisqu'il y a un groupe de travail modèle socio-économique qui s'est déjà constitué, qui permet de réunir des chercheurs et des praticiens sur ce sujet. Donc, le RAMO sera bien sûr de la partie sur cet investissement extrêmement important. Et ce sont ces 3 leviers qui vont nous permettre de passer à la connaissance qui a été capitalisée depuis une dizaine d'années jusqu'à la compétence de futurs chefs de projet. Voilà, et donc pour terminer, la prochaine date, puisque c'est le dernier webinaire de ce programme, ce sera le 18 novembre prochain. Et là, on aura un dialogue croisé non pas sur les acteurs ou les territoires, mais cette fois-ci sur les domaines d'action, la diversité des domaines d'action. Et ça nous permettra de croiser, encore une fois, les regards et la façon dont ces domaines d'action se caractérisent au regard de leur modèle socio-économique. Donc, merci à tous. Juste peut-être un élément sur ce webinaire. Pour ceux qui ont suivi dès le départ, vous verrez qu'on boucle la boucle, puisque nous nous étions posé la question au début de notre cycle, un modèle au service de quoi? Et nous avions commencé en mettant en valeur le fait que l'intérêt général s'incarnait sur un territoire. Nous avions pris l'exemple à une échelle régionale des Pays de la Loire, où le politologue Stéphane Rosès nous avait parlé de l'identité et de cheminement de ce territoire. Et nous fédérons finalement par cette question un modèle socio-économique au service de quoi, puisque ce n'est qu'un outil quelque part, et que bien évidemment de mettre en avant la diversité des domaines, ça n'est autre que de mettre en avant l'agenda 2030 et de montrer que bien évidemment, pour pouvoir réussir à cheminer sur ces sujets-là, il faut aussi comprendre que les modèles économiques dans le domaine de la santé, du logement, de l'emploi ne sont pas les mêmes, et que nous devons décloisonner pour aller chercher des solutions qui existent dans d'autres domaines. Et c'est peut-être ça qui nous permettra de réinventer les modèles du futur. C'est peut-être ça la véritable hybridation. C'est de comprendre la diversité des acteurs, la diversité des territoires, mais aussi au service de quoi? C'est-à-dire au service de l'action incarnée par ces domaines de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Et donc, c'est vraiment une boucle, puisque nous avons commencé par un modèle au service de quoi? En incarnant territorialement parlant par le territoire l'intérêt général, et nous finirons par une capacité collective à répondre aux grands défis de transformation tels qu'ils ont été actés par 194 pays en 2015 dans le cadre des objectifs de développement durable. Merci Charles Benoît, merci Pierre et merci Brigitte. Et puis, ils y sont déjà partis, mais merci à Stéphanie et également à Jean-Marc. Merci pour vos témoignages, regards croisés. Et puis, merci à vous, les participants qui vous nous suivez et qui êtes fidèles. Et merci pour vos questions. Donc, très bonne journée à tous, très bonne fin de semaine. Et puis, surtout, on se redit au 18 novembre prochain pour le dernier webinaire de ce programme. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.